Ils nous ont traités de primitifs. L'accord galactique, dans ses robes dorées et ses cités flottantes, nous a traités d'espèces en développement. Une insulte polie qui signifiait en réalité arriérés, faibles et jetables. On ne nous a même pas donné de place à leur grande table, juste une place dans le public où nous pouvions applaudir et hocher la tête comme de gentils animaux. J'étais là la première fois qu'ils se sont moqués de nous. Pas au sens figuré, mais au sens propre. C'était lors d'une démonstration d'armes lors du sommet annuel sur la sécurité de l'accord. On nous a accordé 5 minutes pour présenter le dernier système de défense terrestre. 5 minutes, comme si on était dans un numéro de cirque. Les autres, les Terrakiens avec leur croissant de plasma, faisaient le spectacle. Les autres, les Terrakiens avec leur croissant de plasma, les Illis avec leurs bêtes de guerre biocodées, ont eu droit à des heures entières, des hologrammes, des simulations, des démonstrations immersives. On a eu droit à un compte à rebours. Je me souviens d'être là, aux côtés du général Dorn, le genre d'homme qui avait enfoui ses émotions quelque part dans le sable d'un champ de bataille, il y a bien longtemps. Il portait son uniforme comme une seconde peau, serré, précis, tout en métal gagné au prix du sang. Je n'étais alors qu'un simple traducteur, pas censé être présent dans la salle de commandement. Mais le général voulait quelqu'un capable d'interpréter plus que des mots, quelqu'un capable de lire les ricanements, le mépris caché dans ses yeux extraterrestres. Lorsque nous avons dévoilé le protocole Vanguard, un élégant système satellite noir caché juste derrière la Lune, la salle s'est remplie de ricanements. L'un des délégués terroquiens a même demandé s'il s'agissait d'un ballon météo. Un autre se demanda à voix haute si les humains avaient enfin découvert la fusion nucléaire, comme s'il s'agissait d'une vieille plaisanterie. L'ambassadeur illycien, une créature mince comme un serpent à la peau translucide, applaudit d'un air moqueur. Le général Dorn ne réagit pas. Il n'en avait pas besoin. Il tapota simplement son datapad et dit « Regardez ». Et tout changea. Un à un, les écrans de flux orbitaux s'illuminèrent. Ni une simulation, ni un modèle, des images en temps réel. Le réseau Vanguard s'activa et, pour la première fois, la galaxie découvrit ce que les humains avaient réellement construit. Pas seulement un système de défense, mais un réseau de destruction planétaire. Des lasers capables de traverser les magnétosphères. Des canons électriques équipés de munitions cinétiques de la taille de chars. Des nanonuages capables de désassembler tout ce qui était organique ou synthétique en moins d'une minute. Il ne s'agissait pas seulement d'armes. C'était la précision, la vitesse, l'efficacité froide et brutale. En moins de 30 secondes, le réseau Vanguard a simulé une purge de l'orbite terrestre, simulant la destruction de plus de 700 vaisseaux ennemis, chacun marqué de symboles extraterrestres pour plus de clarté, et non de simples cibles hypothétiques, mais de véritables vaisseaux de guerre reproduits en détail à partir des spécifications de flotte connues du public. Et puis nous avons largué la vraie bombe. Nous avions testé Vanguard, non pas en simulation, mais en combat réel. Dorn révéla des images datant de 2 semaines plus tôt, des images effacées de toutes les chaînes de l'accord. Une flotte d'opérations secrètes terroquiennes avait violé l'espace terrestre, testant discrètement nos défenses. L'accord avait nié toute information, les qualifiant d'éléments rebelles. Mais les images étaient indéniables. 27 croiseurs ennemis avaient pénétré notre atmosphère. Aucun n'avait franchi l'exosphère. Ils furent anéantis l'un après l'autre, avec une telle rapidité et une telle férocité qu'une seule transmission fut émise. Un simple cri avant les parasites. Et soudain, plus personne ne riait. La pièce devint si silencieuse que j'entendis ma propre respiration. Le même ambassadeur illitien qui avait applaudi auparavant recula, les yeux rivés vers les sorties. Le délégué terroquien resta bouche bée. Même les races mécaniques, censées ne pas ressentir la peur, commencèrent à recalculer les probabilités à voix haute. Niveau de menace estimé, réévaluation. Capacité militaire humaine, non conventionnelle, risque d'anomalie élevé, réévaluation. Et pourtant, le général Dorn demeurait immobile. « Ce n'est pas une menace, dit-il. C'est un avertissement. » C'était la première fois que je voyais à quoi ressemblait réellement le pouvoir, non seulement dans les armes et les satellites, mais aussi dans le silence, l'absence d'arrogance. Nous n'avions pas besoin de crier. Nous n'avions pas besoin de supplier. Nous leur avons montré la lame et les avons laissés imaginer son utilisation. Et à partir de ce jour, plus personne ne s'est moqué de la Terre. Le silence qui suivit notre présentation fut assourdissant. Non pas que la salle fût silencieuse, mais parce que les bavardages habituels
Les commentaires sarcastiques, les commentaires pompeux de race n'ayant jamais connu la vraie guerre avaient disparu. Et dans ce vide d'arrogance, l'accord vit quelque chose qu'il n'avait pas anticipé, la peur. Mais la peur ne suffisait pas, parce que la peur s'estompe. Elle est remise en question, rationalisée, transformée en mythe et en malentendu. Le général Dorn a donc veillé à ce qu'il n'oublie jamais. Il a téléchargé les documents classifiés de l'avant-garde sur les systèmes sécurisés de l'accord. Des détails qu'il n'aurait jamais cru nous trouver. Leur première réaction, l'accusation. C'est une technologie volée, aboya le ministre de la guerre terroquien, la voix tremblante sous ses mâchoires métalliques. Ce niveau de coordination est impossible pour votre espèce. Votre espèce vient tout juste d'atteindre la propulsion interstellaire. Dorn répondit à l'accusation d'un regard fixe. Vous pensez que nous sommes en retard parce que nous n'avons pas dévoilé notre jeu. Vous avez tort. Nous observions, en silence, nous préparions. Pendant que vous vous moquiez de nos fusées, nous perfectionnions nos satellites. Pendant que vous envoyiez des espions, nous cartographions vos flottes. Le pire pour eux, c'était vrai. Les humains ne se sont jamais arrêtés aux conventions. Nous ne sommes pas du genre à suivre les normes galactiques. Nous ne nous sommes jamais souciés des grades militaires de l'accord, ni de leur bureaucratie. Nous n'avons pas construit de vaisseaux pour le style. Nous avons été conçus pour tuer. Nos armes n'étaient pas faites pour le spectacle. Elles ont été créées dans un seul but, gagner. Mais gagner impliquait de comprendre bien plus que le champ de bataille. Cela impliquait de connaître l'ennemi avant le premier tir, et les humains. Nous étions doués pour observer, mieux que quiconque ne l'aurait cru. Je me souviens de ce qui s'est passé ensuite, car cela a tout changé. Dorn se tourna vers moi et me dit « Déclenchez le protocole VE2 ». J'hésitais, incertain de son sérieux. Il me regarda avec ses yeux d'acier froid. Je saisis la commande sur ma tablette. Les écrans de la salle d'accord clignotèrent. Puis vint la véritable révélation, les dossiers militaires terrestres sur chaque espèce présente dans cette pièce. Il ne s'agissait pas de simples renseignements spéculatifs. C'était une analyse précise et impitoyable. Point faible de leur système de blindage. Défauts structurels dans la conception de leurs vaisseaux amiraux. Vulnérabilité psychologique dans les hiérarchies de commandement. Nous avions déchiffré leurs codes, lu leurs journaux, écouté leurs appels cryptés pendant des années à leur insu. Tous les pouvoirs présents dans la salle furent dénudés les uns contre les autres. La panique se répandit rapidement. Les Yultrak, habituellement stoïques et posés, commencèrent à parler en même temps que les autres, à coups de rafales rapides. Les Vitari, stratèges de l'esprit collectif réputés pour leur calme et leur coordination, se mirent à hurler de façon confuse. Les gardes de l'accord, ces sentinelles suffisantes et en armure dorée, saisirent leurs armes par réflexe, ne sachant même pas d'où venait la menace. Mais ce n'était pas fini. Le général Dorn s'avança et prononça un mot. Démonstration. Il fallut une seconde à l'IA de la chambre pour réagir. Le sol sous nos pieds gronda. Un hologramme apparut, non pas une simple carte, mais une simulation tactique d'un champ de bataille actif. La planète Atoraces, une colonie minière détenue conjointement par 4 nations de l'accord. Une planète avec laquelle nous n'avions aucun lien officiel. Mais l'avant-garde, si. La simulation montrait ce qui s'était passé 3 jours plus tôt. Un Thoracis avait été attaqué par une coalition de pirates, un mélange d'anciens mercenaires de l'accord devenus rebelles. Le Conseil avait tardé à réagir. Trop loin, trop cher. Le risque n'en valait pas la peine. Alors la Terre est intervenue, sans prévenir, sans autorisation. En moins de 11 minutes, le centre de commandement du Vanguard, orbitant discrètement et furtivement au-dessus d'Atoracis, déploya ses moyens. Les troupes au sol furent neutralisées par une impulsion sonique. Des dirigeables furent abattus par des frappes CEM ciblées. Pas un seul bâtiment de la colonie ne fut touché. Aucun civil ne fut blessé. Les pirates furent démantelés, arrêtés et ramenés vivants sur leur planète d'origine, avec un message simple. La Terre ne tolère pas le désordre. Il ne s'agissait plus seulement de pouvoir, il s'agissait de contrôle. De montrer à la galaxie que l'humanité était capable de projeter sa force n'importe où, n'importe quand, avec une précision chirurgicale. Pas d'avertissement, pas de discours, juste des résultats. La réaction était exactement celle que Dorn souhaitait. L'esprit de la ruche Vitari déconnecta son nœud diplomatique et demanda l'arrêt temporaire de toutes les opérations extraterrestres. Les Terroquiens demandèrent un vote d'urgence pour reclasser les humains d'espèces émergentes à menace stratégique. Et l'ambassadeur illitien, il n'attendit même pas la fin de la réunion. Il quitta la réunion en plein milieu,
ses gardes l'encadrant comme une proie prise au piège dans un espace ouvert. Mais ce fut le chancelier de l'accord, un être à l'apparence fragile dont l'espèce vivait plus longtemps que la plupart des fils, qui rompit finalement le silence. « Que voulez-vous, général Dorn ?» demanda-t-il. « Une place à la table? Des ressources? Le contrôle ?» Général Dorn, demanda-t-il. « Une place à la table? Des ressources? Le contrôle ?» La réponse de Dorn fut aussi froide que son regard. « Nous voulons le respect, et nous l'avons mérité. Plus de sermons, plus de restrictions. Vous ne décidez pas de ce qui est avancé, ni de qui a accès à quoi. La Terre ne sera plus votre préoccupation secondaire. C'était audacieux, c'était risqué, mais ça a fonctionné. Le Conseil n'avait plus le choix. Au prochain cycle de l'Aube, les humains ont été admis à part entière dans l'accord, et non pas seulement par un geste symbolique. Nous avons eu voix au chapitre au Conseil militaire, accès aux renseignements de la flotte et droit de déployer des forces en vertu de l'article 17, un pouvoir défensif qui nous permettait d'intervenir dans toute situation que nous considérions comme une menace, même si le reste de la galaxie était en désaccord. Mais le pouvoir a un prix, parce que quand on montre son jeu, même fort, on se peint une cible dans le dos, et nous venions de crier aux étoiles que la Terre n'était plus un enfant. C'était une arme. 2 jours après le sommet, je marchais avec Dorn dans la base de commandement souterraine en Alaska, l'un des endroits les plus froids et les plus isolés que nous conservions encore comme bastion militaire. Je lui ai demandé si nous avions fait le bon choix. Il n'a pas répondu immédiatement. Nous nous sommes arrêtés devant une vitre surplombant la station de liaison terrestre du Vanguard, une tour massive dont les lumières rouges clignotaient sur l'horizon enneigé. « Puissance ne rime pas avec sécurité », a-t-il finalement dit. « Cela change juste le type d'ennemi que l'on attire. » Il avait raison. En l'espace d'une semaine, des vaisseaux non balisés ont été repérés près de l'orbite de Jupiter. Des communications d'origine inconnue commencèrent à sonder les canaux du réseau terrestre. Une sonde s'écrasa dans le désert du Sahara, sa technologie étant indétectable. Et les satellites commencèrent à tomber en panne, silencieusement, mystérieusement. Quelqu'un nous testait ou pire nous préparait. Mais Dorn ne s'inquiétait pas, il voulait leur venue. Car la Terre avait bien plus que des satellites et des données. Nous avions des soldats, de ceux qui ne faisaient pas de discours. Des hommes qui avaient versé leur sang dans de vraies guerres, pas dans des simulations, qui s'étaient entraînés dans les blizzards et les déserts, qui avaient appris à tuer avec silence et patience. Et moi, j'étais juste le type qui traduisait les blagues extraterrestres. Maintenant, je traduisais les menaces. Chaque signal, chaque murmure à travers les étoiles, arrivait à mon terminal, et ce que je vis ensuite me retourna l'estomac. Car il y avait une espèce absente du sommet, dont personne ne parlait plus, une race fantôme que l'accord avait discrètement déclarée éteinte il y a plus d'un siècle. L'Exerac, la raison, classifiée. Mais leurs signaux étaient de retour, faibles, interrompus, mais familiers. Et un message est parvenu, clair comme le jour. En anglais, pas dans leur langue. L'humanité s'est réveillée. Le feu est revenu. La première phase commence. Je l'ai montré à Dorn le soir même. Il l'a lu une fois, puis de nouveau, et pour la première fois depuis le sommet, j'ai vu une lueur dans ses yeux. Pas exactement de la peur, mais de la tension, comme un chasseur qui sent qu'il n'est plus seul dans la forêt. On dirait qu'il nous observait aussi, a-t-il dit. Je lui ai demandé ce qu'on devait faire. Il répondit avec le même calme brutal. Nous nous préparons à la guerre. La première attaque ne fut pas une flotte. Elle fut un silence total. Un par un, les relais extérieurs de la Terre, ses bouées satellites, longues portées stationnées dans le vide entre les systèmes stellaires, cessèrent d'émettre. Aucun dégât, aucun appel de détresse. Juste le vide. Disparussent comme une lumière éteinte dans l'obscurité. La plupart des espèces de l'accord ne l'auraient pas remarqué, ou si elles l'avaient remarqué, elles l'auraient attribué à des défaillances techniques ou à des tempêtes ioniques séditieuses. Mais nous n'étions pas la plupart des espèces. Nous étions des humains, et les humains, au moins, prêtent attention au schéma. J'étais assis dans la salle de surveillance des signaux de la base alaskienne lorsque nous avons perdu le 6e relais. Mon écran a clignoté en rouge, puis en noir. L'un des plus jeunes techniciens marmonna quelque chose à propos d'un défaut de calibrage. Mais je savais que ce n'était pas un dysfonctionnement. C'était intentionnel. Chaque relais perdu faisait partie d'un réseau, un système d'alerte précoce conçu pour détecter les incursions dans l'espace lointain. Celui qui était derrière tout ça ne se contentait pas de sonder, il effaçait nos yeux.
Le général Dorn entra dans la pièce sans un mot. Il n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit. Nous nous redressâmes tous, comme un courant d'air froid nous parcourant les veines. Il se tenait derrière moi, les yeux rivés sur l'écran. 3 systèmes aveugles. 28% de couverture perdue, dis-je doucement. Il hocha la tête. Confirmez le calendrier. J'hésitais. Le schéma suggère des coupures coordonnées toutes les 13. 2 heures. Si cela continue, nous perdrons l'anneau extérieur dans 3 jours. La défense interne est compromise en 1 semaine. La pièce se figea. Dorn se retourna et partit. Pas un mot, pas d'ordre. Juste un simple signe de tête dans ma direction. Suivez-moi. Nous prîmes l'ascenseur jusqu'à la salle noire. Une chambre secrète, sous la base de commandement, entourée de couches d'acier, d'un blindage électromagnétique et de zones mortes d'IA. Le genre d'endroit où aucun signal n'entre ni ne sort sans l'approbation biométrique de Dorn. À l'intérieur, cet homme attendait déjà. Pas de grade, pas de présentation, juste des hommes qu'on ne voulait pas croiser dans une ruelle sombre. Des vétérans, des assassins, des espions. Le genre de soldats dont la Terre niait l'existence, car leur travail n'apparaissait jamais dans aucun rapport. Dorn ne s'assit pas. Il ne s'assit jamais. Ils arrivent, dit-il. Et ils ne s'attaquent pas seulement à la Terre. Ils veulent effacer notre souvenir des étoiles. Il posa un dossier sur la table. Du papier épais et jaune, avec des inscriptions confidentielles. Zérak, dit-il en tapotant dessus, éteint, selon l'accord. Mais nous avons toujours su qu'il n'en était rien. Ils se sont réfugiés sous terre, se sont cachés après la purge de la ruche, ont commencé à reconstruire dans les recoins les plus sombres du vide. L'un des hommes, un sniper au regard perçant nommé Tren, prit la parole pour la première fois. Pourquoi maintenant? Parce que nous avons dévoilé notre jeu, dit Dorn. Parce que nous leur avons rappelé ce qu'ils avaient enterré il y a un siècle. L'humanité était impliquée dans cette guerre. Nous n'étions pas dans l'espace à l'époque, pas officiellement. Mais nos premières sondes ont enregistré des fragments, des images qui auraient dû être impossibles, et quelqu'un du côté xérique s'en souvient. Il distribua des images, non numériques, des tirages papier, des photos prises avec d'anciennes sondes, nettoyées grâce à une reconstruction avancée, des structures massives, des cités flottantes en forme d'os tordus et de métal, des vaisseaux noirs comme le vide, bordés de dents au lieu de coques, et un symbole comme une griffe encerclant une étoile mourante. L'un des agents murmura « Secte de la mort ?» Dorn hocha la tête. Pire encore, ils ne veulent pas la domination, ils veulent le silence. Une galaxie où rien ne respire sans obéir. L'accord l'a caché, a dissimulé la guerre de la ruche pour préserver la stabilité, mais maintenant, ils sont silencieux. Aucun soutien, aucun renfort. Nous sommes seuls, ai-je dit. Dorn me regarda, ses yeux froids comme du fer. Numéro, nous sommes en tête. Il tapota une console cachée sur la table. Un nouvel hologramme apparut, la véritable flotte terrestre. Pas les vaisseaux de cérémonie que nous avons montrés à l'accord, ni les croiseurs de patrouille encerclant Mars ou Vénus, mais les arches noires, ces navires de guerre silencieux enfouis sous la surface lunaire. La flotte fantôme que nous avons construite en secret, financée au noir, testée dans l'obscurité la plus totale. 72 vaisseaux. Pas de hublots, pas de noms, juste des numéros de code et des armements qui faisaient ressembler les armes nucléaires à des pétards. Bobines de plasma, détonateurs quantiques, drones désassembleurs, conçus pour un seul but, nier totalement l'existence de l'ennemi. Nous lançons dans 72 heures, a déclaré Dorn. Phase 1, localiser la source de la panne du relais. Phase 2, tester la réponse ennemie. Phase 3, localiser la source de la panne du relais. Phase 2, tester la réponse ennemie. Phase 3, marqua-t-il avec une pause. Si nécessaire, exécuter l'extinction du protocole. Le silence réduisit la salle au silence. L'extinction du protocole n'était pas un bluff. C'était un ordre d'homme mort. Si un ennemi montrait des signes de guerre totale, la Terre riposterait sans pitié. Pas seulement des cibles militaires, mais des infrastructures, des centres de commandement et même des biosphères. Nous n'y avions jamais eu recours jusqu'à présent. J'étais affecté à Ghost Decept, indicatif Severance, une corvette d'assaut lourde équipée de 2 bobines d'égide et d'un générateur de camouflage quantique. L'équipage ne comptait que 12 membres, tous des vétérans, ni novices, ni idéalistes, juste des tueurs qui savaient pourquoi nous étions là. Le lancement depuis la base lunaire s'est déroulé en silence. Pas de fanfare, pas de diffusion.
Nous nous sommes glissés dans le vide comme des ombres, nous répandant à travers le système extérieur tels des chasseurs dans les bois. 2 jours plus tard, nous avons trouvé la première trace. Une épave, pas la nôtre, pas une corde. Elle flottait au-dessus de la naine gazeuse dans le secteur de l'hélice. Du métal tordu, des corps brûlés flottant toujours dans le vide, mais aucune trace d'impact, aucune trace de brûlure. Ce qui les a frappés l'a fait avec des griffes invisibles. Sévrance a scruté l'épave. L'IA murmura des identifiants possibles. Un vaisseau éclaireur terroquien. Peut être un transfuge ou un vaisseau espion. Ils avaient été effacés. Plus de données, plus de communication. Mais une chose était restée, gravée sur la coque du vaisseau, à peine visible. Ce même symbole, la griffe et l'étoile mourante. Nous avons transmis l'image à la Terre. Pas de réponse. Les communications ont été brouillées pendant 2 heures. Pas par accident. Nous n'étions pas seuls dans le noir. 5e jour. Nous sommes entrés dans l'abîme Titan, une ancienne zone minière près de la ligne Dooher, abandonnée il y a des décennies à cause d'une instabilité sismique. Foutaise. Ce que nous y avons découvert nous a glacé le sang. 3 vaisseaux de la flotte fantôme, disparus depuis des années, répertoriés comme perdus dans des accidents, flottaient en formation parfaite, mais morts. Aucun signal, pas d'électricité. Juste des coquilles creuses, comme si quelqu'un les avait disséquées. Nos capteurs ont détecté des biosignatures, pas humaines. Tren, notre sniper, et Veilin, l'ingénieur, ont enfilé leur combinaison de reconnaissance. Ils ont abordé l'épave la plus proche, le Ghost 9. Calamité. Je suis resté sur les communications, les doigts tremblants, tandis que je me connectais à leur casque. Il faisait nuit. Pas de lumière, juste le bruit de leur respiration, puis des parasites, puis des murmures. Dans aucune langue, juste des sons, à l'intérieur de leur casque, parvenant des communications scellées. Tran hurla d'abord, puis le silence. Le flux de Veilin resta ouvert 6 secondes de plus, le temps que nous apercevions l'ombre grande et bipède. Faux, nous nous sommes reculés. La voix de Dorn nous parvenait par une ligne cryptée directe. Vous en avez assez vu. Préparez-vous à frapper. Nous n'avons pas discuté. Séparation des coordonnées verrouillées. Nous avons lancé 2 torpilles à singularité dans l'abîme. Non pas pour détruire les vaisseaux, mais pour les enterrer dans une poche d'espace-temps effondré, une tombe inaccessible. Et pourtant, cela ne semblait pas suffisant. De retour sur Terre, les alertes se multipliaient. Des capteurs civils captaient d'étranges pulsations dans l'atmosphère, de minuscules fluctuations de gravité, comme si quelque chose d'énorme était passé hors de vue. Notre ciel était surveillé. Les Zarak ne lançaient pas d'invasion. Ils jouaient avec nous, mesurant notre patience, testant jusqu'où nous irions avant de craquer. Et Dorn, il a craqué le premier. Il a déclenché l'allumage protocolaire. 4 arcs fantômes ont surgi des confins du système solaire et sont entrés en phase interstellaire. Mission à sens unique, sans retour. Leurs ordres, localiser les ruches Zarak, livrer les charges utiles et tout brûler. J'hésitais entre fierté et terreur, car lorsque les humains partent en guerre, nous ne jouons pas franc jeu. Nous ne respectons pas les règles. Nous les brisons, les brûlons, et dans les cendres, nous bâtissons la victoire. Mais pour la première fois de ma vie, je me suis demandé, et si nous n'étions pas les créatures les plus dangereuses ici? Et si les Xérak n'avaient pas peur? Et s'ils nous attendaient? Nous pensions comprendre la guerre. Nous pensions que les Xérak n'étaient qu'un ennemi parmi d'autres, dotés de vaisseaux, d'armes et d'une stratégie que nous pourrions éventuellement apprendre à contrer. Mais le 9e jour de l'opération, cette illusion s'est dissipée. Tout a commencé avec Ghost 42. Un pic de communication nous a frappés depuis leur secteur, près de la fracture Kepler, une anomalie de l'espace lointain qui absorbait la lumière et brouillait les capteurs. Une seconde, il patrouillait. La suivante, il hurlait. J'observais le flux vidéo du poste de données de Sévrance, les yeux rivés sur la vidéo déformée. À travers les parasites et les interférences, je distinguais des lumières clignotantes, des cris d'équipage paniqués, puis quelque chose d'anormal, quelque chose de vivant. Ça ne bougeait pas comme une créature ou une machine. Ça vacillait, ça disparaissait dans mon champ de vision, comme si ce n'était pas soumis à la même physique que la nôtre. Un instant, il était hors de la coque, l'instant d'après, à l'intérieur. Le signal s'est interrompu par une forte rafale de fréquences qui a fait craquer tous les écouteurs du pont. Nous avons envoyé les drones. Ce qu'ils ont renvoyé était pire que le silence. Ghost 42 était là, mais changé, pas détruit.
changé. Sa coque portait maintenant des marques de Gérac gravées dans le métal comme des cicatrices. D'étranges excroissances noires s'étendaient le long de la colonne vertébrale du vaisseau comme des veines, palpitant faiblement d'une lumière rougeâtre. Technologie humaine, tordue, corrompue, quelque chose avait écrasé sa conception même. Et puis la signature énergétique a changé. Le fantôme 42 n'était plus mort. Il se tourna vers notre drone d'observation et ouvrit le feu, pas avec des armes standards. Il lança une onde de distorsion gravitationnelle qui déchira notre vaisseau de reconnaissance en atomes. Nous assistâmes à la naissance de quelque chose de nouveau. Les Zéracs ne se contentaient pas de nous combattre, ils nous assimilaient. Le système de communication d'urgence de Dorn arriva quelques secondes plus tard. À toutes les unités, code Obsidian, Ghost 42 est hostile. Tous les vaisseaux réanimés doivent être considérés comme compromis. Pas de sauvetage, pas de récupération, autorisation d'annihilation immédiate. Le mot réanimé m'est resté en tête comme une écharde. Les implications étaient brutales. Nos morts pourraient devenir leurs outils. Nos vaisseaux, nos hommes, transformés en armes contre nous. Ce n'était plus seulement la guerre, c'était l'infection. Sévérance reçut de nouveaux ordres. Rendez-vous avec les Ghosts 5 et 33 pour un assaut avancé sur le couloir de dérive de Vega. Les renseignements suggéraient qu'un signal Xerac à haute densité avait atteint un pic dans cette région. 3 vaisseaux, 37 soldats, face à un ennemi que nous ne pouvions ni voir, ni comprendre, ni même reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons atteint les coordonnées en quelques heures, nos moteurs quantiques laissant derrière eux une ondulation d'espace plié. Ghost 5, indicatif d'appel à cheval, était déjà en orbite. Ghost 33 pour Tempest est arrivé peu après. Le commandant d'Ashfal, le capitaine Brin, était un homme à la mâchoire de pierre, aux mains qui semblaient taillées dans le granit. Il ne perdait pas de temps en civilité. « Les signaux sont sales ici », a-t-il dit. Quelque chose courbe l'espace. On dirait la gravité, mais ce n'en est pas une. Vous êtes-vous déjà senti observé dans un rêve? C'est comme ça. Des yeux partout. La voix de Dorn est parvenue sur notre ligne sécurisée. La voix de Dorn est parvenue sur notre ligne sécurisée. Confirmez l'anomalie. N'engagez pas le combat à moins d'être pris pour cible. Mais s'il se déplace comme Xerac, brûlez-le. Nous avons commencé le ratissage. Les capteurs ne nous ont rien montré. Aucun mouvement, aucune chaleur, aucune anomalie, hormis une légère irrégularité électromagnétique attribuée à l'instabilité naturelle de la dérive. Puis les étoiles ont disparu. Littéralement, nos hublots avant sont devenus sombres, non pas noirs, mais vides, comme si l'univers avait été effacé devant nous. Le pilote du Tempest, un jeune homme nerveux nommé Coulter, hurla dans les communications « On a perdu le champ. Je ne vois rien. C'est quoi ce bordel ?» hurla-t-il dans les communications. « On a perdu le champ. Je ne vois rien. C'est quoi ce bordel ?» Puis vint le bourdonnement, grave, subsonique. Il ne parvenait pas au haut-parleur. Il vibrait à travers la coque. Tous les membres de l'équipage du Sévérance se figèrent. Ce n'était pas de la peur. C'était de la paralysie. Comme si quelque chose avait atteint nos systèmes nerveux et appuyé sur pause. Je forçais ma main à bouger, mon doigt tremblant au-dessus du bouton de secours. J'appuyais sur le bouton de stimulation neurale, envoyant une décharge électrique dans les systèmes de survie du vaisseau. Tout le monde haleta, reprenant conscience. Dehors, le vide se déplaça, et quelque chose bougea. Ce n'était pas un vaisseau. C'était trop massif, trop organique. On aurait dit une ville, vivante et respirante, flottant silencieusement au-dessus du vide. Des bâtiments, des excroissances numériques, des vrilles s'étirant dans l'espace, reliées par des fils de lumière tels des réseaux neuronaux. En son centre pulsait un unique orbe rouge de la taille d'une lune. Ashfal tira le premier. Une salve de torpilles siffla à travers la dérive et disparut avant l'impact. Ni interceptée, ni détruite, juste disparue. Tempête suivit avec ses drones désassembleurs. Même résultat. C'est alors que l'orbe s'ouvrit. Ce n'était pas une arme. C'était un œil. Et il nous vit. Le bourdonnement revint, plus fort maintenant. Un cri se cacha dans le bruit. Les membres d'équipage des 3 vaisseaux commencèrent à s'effondrer, saignant des oreilles. Un ingénieur d'Ashfal se serait arraché les yeux avant que l'équipe médicale ne le retienne. Il fallait agir. Le capitaine Brin donna l'ordre. Retraite totale. Dorn répondit par un ordre de neutralisation. Négatif. Cette structure est un corps ruche. Confirmez les coordonnées. Préparez-vous à l'attaque d'Excalibur. Excalibur était notre dernière carte.
Une charge utile destructrice de planètes développée dans les projets les plus sombres de la Terre. Pas d'explosion, pas de radiation, juste une implosion. Un nœud gravitationnel autoconsommateur qui a effacé la matière elle-même. Il n'avait été testé qu'une seule fois, sur une lune inhabitée. Ce qu'il a laissé derrière lui n'était pas un cratère, c'était une véritable cicatrice. Nous avons lancé l'Excalibur. La charge utile s'est verrouillée sur le noyau et a tiré. Il a fallu 3 secondes pour atteindre la cible. L'orbe a clignoté puis a disparu. Disparu. Pas d'explosion, pas de retour, juste rien. Nous avons regardé fixement, attendu, espéré. Puis nos vaisseaux ont commencé à reculer. Non pas à cause du mouvement, mais parce que l'espace lui-même l'attirait. L'Excalibur s'était activé. L'orbe n'avait pas esquivé. Il avait accepté la charge. Il la voulait. Il se nourrissait. J'ai regardé, incrédule, les étoiles se tordre. Notre vaisseau gémissait sous la pression. L'attraction s'intensifiait. Brin hurla dans les communications. « Coupez-le, ça s'amplifie. » Mais on ne désactive pas un Excalibur. On meurt avec lui, à moins de courir plus vite que la réalité ne s'effondre. La voix de Dorn était sèche et froide. Changement de phase, secteur désormais abandonné. Nous ne nous sommes pas disputés. Severance, Ashfall et Tempest sont entrés simultanément dans Quantum Sleep. Derrière nous, le couloir de dérive se transforma en une singularité, puis disparut, comme s'il n'avait jamais existé. Nous nous échappâmes, mais le message était clair. Les Gérax n'avaient pas seulement survécu à notre arme la plus puissante, ils l'avaient utilisée. De retour au commandement terrestre, les retombées furent rapides. L'accord exigea une explication pour l'onde de choc quantique qui avait secoué les systèmes de 4 secteurs. Dorn refusa tout commentaire. Le chancelier de l'accord a donné un ordre direct de cesser le feu. Nous l'avons ignoré. L'humanité avait franchi le seuil. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Chaque nation sur Terre a entamé une mobilisation militaire complète. Le ciel s'est rempli d'usines orbitales produisant de nouveaux vaisseaux de guerre. Les villes s'éteignirent tandis que l'électricité était redirigée vers les spatioports. Pour la première fois depuis le sommet, la Terre se sentait unie, non par la paix, mais par la survie. Et toujours aucune nouvelle d'Exerac, jusqu'à ce que les signaux clignotent à nouveau. Le même symbole apparut, une griffe et une étoile mourante, cette fois non gravée dans le métal. Il fut projeté sur les lunes de Saturne, gravé à leur surface, avec une précision qu'aucune espèce ne devrait posséder. Un message suivi, une phrase répétée dans toutes les langues, « Votre guerre a commencé. Votre cri est magnifique. » J'ai lu ces mots et j'ai senti un frisson m'envahir, car pour eux, ce n'était pas une guerre, c'était de l'art. Ils étudiaient la douleur comme nous étudions les mathématiques. Telle était la conclusion du signal décrypté des Erax intercepté par le commandement terrestre quelques jours après l'implosion de Vega Drift. Ce n'était pas un message qui nous était destiné. C'était un message interne, un écho diffusé entre leurs structures de ruches. Mais une fois leur codage spectral déchiffré, le sens était clair. Ils ne s'intéressaient ni aux ressources ni au territoire. Ils mesuraient les réactions humaines. Peur, désespoir, résistance et, plus inquiétant encore, adaptation. Nous avions riposté plus fort et plus vite que n'importe laquelle de leurs précédentes cibles. Ils aimaient ça. Non, ils en avaient besoin. Comme un sculpteur a besoin d'une pierre tranchante ou un chirurgien d'un tissu complexe. C'est là que nous avons réalisé quelque chose d'effrayant. Ce n'était pas une guerre, c'était une moisson. Le visage du général Dorn avait changé. Toujours froid, toujours indéchiffrable. Mais quelque chose avait changé désormais. Quelque chose dans sa posture, moins rigide, plus repliée. Comme si le poids de la compréhension s'était enfin installé dans ses os. Il rassembla ses meilleures équipes dans ce que nous appelions la salle du Creuset. Sous terre, protégés, sans aucun signal, juste des esprits humains et leur volonté de survivre. J'étais assis le plus près du tableau, techniquement toujours l'interprète, mais tout le monde savait désormais que mon rôle avait évolué. Je ne traduisais plus les mots, je lisais leur culture, reconstituant l'horreur. Dorn commença par une question. « Que veulent les Xérac ?» Personne ne répondit, du moins pas au début. Puis Tren, le sniper de Ghost Decept, rompit le silence. Ni territoire, ni conquête. Ils veulent une identité. Je lui jetai un coup d'œil, surpris. Ils veulent une identité. Je lui jetai un coup d'œil, surpris. Comment ça? Ils imitent, corrompent. Ils réaniment notre technologie, nos vaisseaux, même nos morts, dit-il. Mais pas seulement pour les utiliser.
Ils nous étudient à travers eux. C'est comme ça qu'ils apprennent, qu'ils grandissent. Valen, notre ingénieur rétabli, encore tremblant de la mission de dérive de Vega, intervint. On dirait qu'ils ne construisent rien d'eux-mêmes. Ils réutilisent, mais avec un but précis. Ils prennent ce que vous craignez le plus et le rendent permanent. Dorn hocha la tête. Ils consomment du sens. La douleur est leur modèle. Notre résistance fait de nous un chef-d'œuvre. Il désigna la projection holographique flottant au-dessus de la table. Un modèle de la Terre, mais déformé, marqué de veines rouges, de gravures fractales et de nœuds de structure xérac répartis sur les continents. Une simulation, pas un plan. Ils avaient déjà imaginé le monde comme le leur. Projet Charon, dit Dorn d'un ton sombre. Un fragment de données capturé lors de l'effondrement de Vega. Une vision de ce que deviendra la Terre après l'intégration complète. L'air s'épaissit. Ni destruction, ni esclavage, mais transformation. Chaque forêt se transforma en champignon respirant. Chaque ville en un nœud de ruche pulsant. Chaque corps, un carburant. Et puis il nous montra quelque chose de pire. Un visage, le mien. Projeté à partir des fichiers xérac. Reconstitué à partir de fragments de nos communications interceptées. Mon visage était déformé, la peau tendue en motifs géométriques, les yeux d'un noir d'encre, la voix brouillée et statique. Il ne prononçait que 3 mots. Nous nous souvenons de toi. Je le fixais avec horreur. Ils établissent un profil psychologique, dit Dorn. Pas de notre espèce, d'individus, de nous. Ils te visent, murmura Tren. Pourquoi? Je déglutis. Parce que j'ai écouté. Et ils le savent. Cette prise de conscience fut un choc. Chaque mot que j'avais traduit, chaque schéma que j'avais interprété, n'était pas univoque. Les xérac m'écoutaient, apprenaient à me comprendre, façonnaient une réponse à partir de ma perception. Ils s'adaptaient au traducteur. C'est alors que la salle du Creuset changea de cap, passant de la planification de la guerre à l'endiguement. Dorn donna l'ordre d'isoler mes communications. Plus de flux direct. Tout ce que je lisais dans les données de Zarek passait désormais par des supports analogiques. Impression, écriture, même dessin, la technologie pouvait être corrompue. Mon esprit, non. Du moins, c'est ce qu'ils espéraient. Mais les rêves commencèrent quand même. Pas des cauchemars, pire encore. Des souvenirs qui n'étaient pas les miens. J'ai vu une planète couverte de tours d'obsidienne, peut être la planète natale des Xérac. J'ai senti l'écho de millions de voix, chuchotant sous la croûte. J'ai goûté l'amertume froide du vide, comme si je n'avais plus de poumons pour respirer. Et toujours, la phrase « Nous nous souvenons de toi ». Puis est arrivé le transfuge. Un vaisseau est apparu aux confins de notre système solaire, petit, paralysé, envoyant un faible signal de détresse sur une fréquence d'accord utilisée pour la dernière fois pendant la guerre des ruches, il y a presque 100 ans. Nous avons dépêché 2 vaisseaux fantômes pour l'intercepter. Ce qu'ils rapportèrent stupéfia le commandement terrestre. C'était Zarek, mais pas lui. De forme humanoïde. Une peau fine, pâle et translucide comme du verre veiné. Une colonne vertébrale à moitié mécanique. Des yeux noirs, mais vacillants, comme si quelque chose mourait en eux. Il portait ce qui aurait pu être un uniforme, maintenant carbonisé et fondu dans sa chair. Il parlait anglais et me demandait. J'entrais dans la chambre de confinement sous haute surveillance. Dorn observait à travers une vitre blindée. L'être, si on peut encore l'appeler ainsi, était assis, sanglé sur une chaise en acier froid, les membres entravés par des attaches magnétiques. « Me reconnais-tu » demandai-je d'une voix plus basse que prévu. Il hocha lentement la tête. « Tu les entends » dit-il, la voix déformée comme une radio à moitié réglée. « Tu vois le bord. »« Qui es-tu » demandai-je. Sa tête s'inclina. J'étais comme toi autrefois. Traducteur, observateur, analyste, choisi. Par les Xérac, par curiosité. C'est leur graine. Ils ne conquièrent pas. Ils envahissent la perception. Ils s'implantent dans la compréhension d'une espèce. Perception. Ils s'implantent dans la compréhension d'une espèce. Que veulent-ils à la Terre? Son regard s'est assombri. Se souvenir de ce que tu as oublié. Je me suis figé. Nous ne les avions jamais rencontrés auparavant. L'humanité n'avait aucun contact avec toi, si, avant que tu ne connaisses les étoiles, avant que tu ne nommes le temps. Ils ont traversé ton monde un jour et quelque chose a résisté, quelque chose de primitif. Tu les as brûlés et ils n'ont jamais oublié. Ma poitrine se serra. Une rencontre préhistorique? Une empreinte psychique? Quelque chose de profond dans notre passé évolutif? Ils se nourrissent de récits, continuait-il. De mythes, de légendes.
Tu n'es pas une espèce pour eux. Tu es une histoire. Et les histoires qui résistent sont précieuses. La voix de Dorn grésillait dans mon oreillette. C'en est fini pour nous. Mais pas pour le transfuge. Tu as réveillé le dernier éclat, murmura-t-il. Celui qui rêve sous Mars. Quoi? Des parasites coupèrent la transmission. Les gardes s'avancèrent. L'être poussa un cri aigu, métallique, puis il implosa. Pas explosa. Implosa, écrasé sur lui-même avec un bruit de soie déchiré. Il ne resta qu'une tache noire au sol. Pas d'ADN. Peu importe. Juste une absence. Le Xerac avait coupé la connexion et laissé un message. Nous avons scanné Mars à la recherche d'anomalies. Rien n'a été détecté, ni à la surface, ni dans la croûte terrestre, jusqu'à ce que nous allions plus en profondeur. D'anciens tunnels miniers datant des premières colonisations, abandonnés à cause de champs magnétiques instables. Une zone où nous n'avions pas pénétré depuis des décennies. Nous avons envoyé un drone. L'observation a duré 37 secondes. Ce qu'il a enregistré a tout changé. Ce qu'il enregistra changea tout. Une structure, non naturelle, enfouie profondément, large de plusieurs kilomètres, faite du même composite tordu de métal et d'os que nous avions vu sur les ruches Xerac, et en son cœur, une chambre avec un trône, vide, en attente. Dorn a ordonné le déploiement immédiat de nos meilleures unités terrestres. Pas de drones, pas de télécommande, yeux humains, décisions humaines. J'étais chargé d'observer depuis l'orbite. Pas de contact, pas d'interférence. Mais au fond de moi, je savais que le Xerac me voulait là. Chaque signe pointait vers l'intérieur, vers le bas, vers le trône, et vers le souvenir que nous avions laissé derrière nous. Parce que le passé n'était pas mort. Il attendait juste. L'expédition sur Mars n'était pas autorisée par l'accord. Dorn prit cette décision en silence. Il ne demanda pas la permission et surtout n'en informa pas leur soi-disant conseil de surveillance. La Terre ne jouait plus à la politique. C'était dépassé. Il savait que s'il découvrait ce qui était enfoui sous la surface, il tenterait de l'enterrer à nouveau, ainsi que tous ceux qui l'auraient vu. La mission portait le nom de code Red Wake. 3 unités fantômes furent sélectionnées, 5, 17 et 39. Ce n'étaient pas de simples escouades de combat. C'étaient des spécialistes de la guerre en milieu profond, de la suppression électromagnétique et de la résistance psychologique. Mars n'était pas un champ de bataille. C'était un tombeau. Et ce qui attendait à l'intérieur ne voulait pas être compris. Je n'étais pas censé y aller. J'ai supplié Dorn. Cette chose me connaît, ai-je dit. Elle me parle depuis Vega. J'ai vu mon visage dans leur signal. Ils ont créé une version de moi. Tu veux y aller à l'aveugle ou avec quelqu'un déjà à moitié infecté? Il n'a pas discuté. Il m'a juste regardé dans les yeux et m'a dit « Si tu reviens différent, je te tue moi-même. » Marché conclu. Nous sommes tombés juste après la région de Noctis, dans une fissure longtemps considérée comme un tunnel de lave effondré. C'était un mensonge. La structure en dessous n'était pas géologique. Le bref balayage du drone avait aperçu des fragments d'architecture, symétriques, intentionnels, extraterrestres. C'était plus sombre que tout ce que j'avais jamais vu. Non pas l'absence de lumière, mais quelque chose de pire. L'absence de reflets. Même nos lampes de poche semblaient avoir été englouties. Tran prit la relève, son fusil à rail ronronnant doucement dans l'atmosphère à basse pression. Valen gérait les données sensorielles, renvoyant des données télémétriques cryptées à notre vaisseau de reconnaissance en orbite. Nous descendîmes en silence, les seuls bruits étant notre propre souffle et le lent craquement de nos bottes sur la poussière rougeâtre. Nous atteignîmes la chambre après 3 heures de dénivelé et de ramper latéralement à travers une pierre sculptée qui semblait artificielle. La salle du trône était réelle, immense, circulaire. Ses murs étaient striés de veines palpitantes de matière noire. Un hybride biologique et métallique inconnu de nos bases de données. Au centre se trouvait le trône, vide, sauf qu'il ne l'était pas. Je l'ai senti avant de le voir. Une attraction, pas physique. Quelque chose de conceptuel comme si mon identité était tirée vers le siège. J'ai fait un pas en avant. Tran a essayé de m'en empêcher. Je n'ai pas écouté. Au moment où j'ai touché le trône, tout s'est brisé. Pas mon corps, mon époque. Je n'étais plus dans la chambre. J'étais dans un lieu ancien. Le ciel était rouge. Les étoiles étaient fausses. J'étais sur Terre, mais pas sur notre Terre. J'ai vu des gens, nus, sauvages, hurlant à la lune, puis je les ai vus, les Xerac, descendre non pas de vaisseau, mais du ciel lui-même, telle une blessure dans l'atmosphère, saignant des ombres.
Ils ne sont pas venus en conquérants, mais en collectionneurs. Ils n'ont pas récolté de chair. Mais la mémoire, qui étouffait des cultures entières. J'ai vu un homme, notre ancêtre, se dresser face à eux, seul, une lance rudimentaire à la main. Il ne parlait pas, il hurlait. Et dans ce cri, quelque chose se brisa dans les Saint-Jurec. L'un tomba, puis l'autre. Le cri n'était pas sonore, c'était de la volonté, un défi pur et sans filtre. Il les brisa, ils s'enfuirent. La terre resta intacte, mais pas sans surveillance. Ce cri, le souvenir de la résistance, était gravé dans le tissu psychique de notre espèce. Transmis, hérité, remémoré, je revins haletant, le visage trempé de sueur, les genoux faibles. Veillin m'aida à m'asseoir. Tram pointait son fusil sur le trône, comme s'il allait lui pousser des bras. « Que diable s'est-il passé » demanda-t-il. « Ils ne nous ont pas oubliés, murmurai-je, car nous étions les seuls à les avoir fait saigner. » La voix de Dorn résonna dans les communications. Confirmer les informations. Je fixai le trône. Ce n'est pas juste un monument, dis-je. C'est un miroir. Il nous montre ce qu'ils craignent, ce dont ils ont besoin, et ils ont besoin que nous nous souvenions de qui nous étions. Valen fronça les sourcils. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, non pas de nos armes, mais de notre volonté. Ils ne la comprennent pas, ils ne l'ont jamais comprise. Ils pensent qu'en l'étudiant, en la reproduisant, ils pourront la contrôler. Et s'ils n'y parviennent pas, demanda Tren, alors ils nous anéantiront complètement. Le trône se mit à vibrer, un léger bourdonnement s'élevant. Nous reculâmes, mais la chambre ne trembla pas. La réalité, si. Les murs vacillèrent, les lumières se déformèrent, les sons nous parvinrent à l'esprit, et puis il arriva, non pas dans notre corps. Dans nos pensées, une projection, massive, flottante, une construction Xurak à ma forme, ou du moins la version qu'ils avaient construite. Des yeux comme des trous noirs, une peau comme des miroirs brisés, une voix comme la mienne, mais déformée. Tu es la fracture, dit-il. Tu es l'écho que nous ne pouvons façonner. L'équipage leva les armes. Moi non. Tu as peur, dis-je doucement. Tu te souviens du cri, continuai-je. Celui qui a brisé ton essaim. Tu ne devrais pas exister, répondit-il. Le cri était censé s'éteindre, mais tu l'as porté, caché, en silence, dans la guerre, dans le chagrin. Mes mains se sont serrées. C'était ça. Il ne comprenait pas pourquoi nous nous battions. Il pensait que c'était pour la victoire. Mais ça n'a jamais été le cas. C'était pour le chagrin, la perte, la rage, la douleur. C'était notre force. Le cri ne venait pas de la fierté, mais du chagrin. Tu veux nous imiter ? Demandai-je. Et c'est ça. Et j'ai crié. Pas un son, pas une pensée. Une explosion de toutes les morts dont j'avais été témoin, de tous les corps que j'avais enterrés, de tous les navires que j'avais vus s'effondrer, de tous les visages que j'avais perdus. Je l'ai lancé sur la projection. J'avais vu tomber tous les visages que j'avais perdus. Je l'ai lancé sur la projection. La chambre a tremblé. Les murs se sont fissurés. Le trône s'est brisé en deux. Et la construction, mon ombre, s'effondra. Tren cria. On a le mouvement. Retraite totale. Nous courûmes. Derrière nous, la chambre commença à s'effondrer. Non pas à cause des explosifs, mais à cause d'une surcharge de mémoire. Le trône avait été un relais psychique. Il ne pouvait supporter le chagrin humain brut et non filtré. Nous nous échappâmes par les tunnels juste avant qu'ils ne soient scellés. Les couches supérieures s'effondrèrent. La structure entière se replia sur elle-même. La ruche sous Mars avait disparu, mais son écho, toujours en moi. De retour sur Terre, je fus placé en décontamination, en quarantaine psychologique. Dorn supervisa personnellement chaque test. Je les réussis tous, de justesse. Mais quelque chose avait changé en moi, pas infecté. Mais quelque chose avait changé en moi, pas infecté, éclairé. Je comprenais maintenant. L'Exérac ne voulait ni de notre planète ni de nos corps. Il voulait notre cri. Il voulait le dompter. Car dans ce cri, notre chagrin, notre rage, notre refus de nous briser était la seule chose qui ait jamais menacé leur emprise. Dorn n'attendit pas. Il mobilisa le protocole Valkyrie. La flotte fantôme doubla. De nouvelles armes furent autorisées, autrefois jugées trop instables. Yeux hybrides, bombes à résonance émotionnelle, artillerie sonique piratant l'esprit. Plus besoin de se retenir, plus besoin d'attendre. La Terre était prête à devenir le monstre qu'il redoutait. Car parfois, pour vaincre les ténèbres, il faut devenir plus sombre encore. La guerre que nous menions avait changé.
Il ne s'agissait plus de flotte, ni d'armes, ni de technologie, ni même de survie. C'était une guerre psychologique, spirituelle, existentielle. Les Xéraques ne cherchaient pas seulement à nous détruire. Ils cherchaient à nous réécrire, à transformer le chagrin en obéissance, la rage en soumission, l'histoire en page blanche. Mais ils avaient commis une erreur. Ils nous ont laissé le temps, suffisamment pour nous souvenir de ce qui nous rendait terrifiants. Et sous le commandement de Dorn, la Terre a finalement décidé de cesser de se défendre. Le protocole Valkyrie n'avait jamais été destiné à être rendu public. Il avait été enfoui dans des archives secrètes, trop instables pour être testé, trop dangereux pour être utilisé. Un cauchemar interdisciplinaire mêlant bio-ingénierie, cognition par IA et rétroaction psychique. Les armes n'avaient pas de nom, juste des désignations. Échelon. 9, une classe d'artillerie orbitale qui tirait des souvenirs, diffusant les pires atrocités de l'humanité dans des faisceaux focalisés qui brisaient la cohérence ennemie. Etherbloom. Des esprits semant la planète qui transformaient le terrain en piège semi-conscient, absorbant les mouvements ennemis et les apprenant en temps réel. Gideon Alpha. Un vaisseau amiral singulier construit à partir de noyaux nucléaires déclassés, fusionné avec un amplificateur psychique volé à un nœud Zarek mort. Piloté non par un équipage, mais par des IA entraînées au deuil, construites à partir d'esprits humains scannés morts au combat. C'était une machine funéraire, et elle ne parlait pas, elle hurlait. Je me tenais à bord de Severance, désormais modernisée, réaménagée, et placée au sein de l'escadre de commandement de la flotte principale de Valkyrie. Dorn lui-même était présent, inhabituel. Il quittait rarement l'atmosphère terrestre, mais il savait que cet acte final nécessitait un leadership humain. Une cible, demandai-je. Sa réponse fut calme. On l'appelle le noyau de l'utérus. Ce seul nom me retourna l'estomac. La source, demandai-je. Leur origine, dit-il. Leur ultime recours. Nous avons tracé les signaux. La ruche qui contrôle les autres. Ce n'est pas une planète. Ce n'est même pas une structure. Qu'est-ce que c'est? Dorn regarda par le hublot. C'est un reflet. L'utérus central existait à la limite de ce que nous comprenions, flottant dans le vide entre les galaxies, caché dans les replis de l'espace-temps qui courbaient la lumière et la pensée. On ne l'a pas trouvé, on l'a senti. Plus on scrutait en profondeur, moins nos capteurs comprenaient. Cela ressemblait à la Terre, pas géographiquement, émotionnellement, un jumeau mort, des continents fissurés, des océans décolorés, un soleil noir palpitant comme un cœur pourri, bâti non pas sur la matière, mais sur la mémoire. La défense ultime des Jarax n'était pas leur bouclier. C'était nous, notre pire version. Nous avons débarqué dans le système avec 50 vaisseaux, 20 de classe Ghost, 10 de classe Ark et, au cœur de la bataille, Gideon Alpha. Dès notre entrée, tous les vaisseaux ont reçu la même transmission. Pas de son, des images de notre propre histoire, des villes en flammes, des guerres civiles, des génocides, des exécutions, la famine, des cris incessants. Les Xuraques n'attaquèrent pas. Ils diffusèrent et tentèrent de nous fracturer avant même qu'on ne tire. Veilin vomit dans son armure. Tran arracha son casque et dut être mis sous sédatif. Même Dorn semblait secoué. Mais moi, je me sentais glacé, pas brisé, familier. J'avais vu ces souvenirs dans le trône sur Mars. Je les avais vécus dans les simulations, les enregistrements, les images fantômes de missions abandonnées. Mais maintenant, je comprenais quelque chose qu'ils ne comprendraient jamais. La douleur n'affaiblit pas les humains. Elle nous entraîne. Dorn activa l'amplificateur de la flotte. Sa voix transperça chaque vaisseau, chaque soldat. Vous voyez ce qu'ils veulent que vous voyez, pas la vérité, pas le présent, le passé, nos pires chapitres, mais laissez-moi vous rappeler que ces chapitres ne nous ont pas brisés. Ils nous ont forgés. Il s'avança. Ils veulent que vous ayez peur de qui vous étiez. Je veux que vous soyez fiers de qui vous êtes devenus. Il leva la main. Engagez tous les fronts. La bataille commença avec le son. Gideon Alpha initia le mode Sher, déclenchant une onde de rétroaction psychique qui fit écho aux voix d'un millier de soldats agonisants, de vraies voix, capturées dans leurs derniers instants. Le son courbait l'espace, fracturait les formations ennemies et creusait des trous dans les champs neuronaux d'Exerac. Nous regardions leur flotte scintiller, se tordre et riposter en hurlant. Leur contre-attaque n'était ni plasma ni canons électriques. C'était la mémoire, un flot de pensées humaines volées, corrompues et restituées. Les voix d'amoureux perdus nous blâmant. Des enfants pleuraient sous les bombes. Nos propres soldats nous suppliaient d'arrêter.
Ce n'était pas seulement une guerre psychologique, c'était une infection émotionnelle. Trankraka. Il se mit à crier en russe, griffant sa combinaison. Il se croyait de retour dans les tranchées de la mutinerie lunaire. Valen tomba à genoux, marmonnant quelque chose à propos de son frère mort sur la station Callisto. J'ai tenu bon. À peine. Parce que les Arex avaient enfin montré leur véritable arme. À peine. Parce que les Arex avaient enfin montré leur véritable arme. Ce n'étaient pas des vaisseaux, ce n'étaient pas des griffes, c'étaient nos regrets. Et puis je l'ai entendu, ma voix. Mais plus ma voix maintenant. Moi, enfant, pleurant. Ne les laissez pas prendre maman, s'il vous plaît. Je me suis figé. Ce souvenir était privé, verrouillé, enfoui. Ce n'était dans aucun fichier, ce qui signifiait qu'ils ne lisaient pas simplement des données. Ils étaient en moi. Dorn, murmurai-je. Ils ont accédé à nous via Mars. Le trône n'était pas un récepteur, c'était un émetteur. Je les ai fait entrer. Silence. Puis Dorn dit « Ensuite, vous les ferez sortir ». Il se tourna vers la console et fit l'impensable. Il activa la coupure du protocole. L'écran devint rouge. Une commande que moi seul comprenais parfaitement. Sévrance n'était pas seulement notre vaisseau. C'était un miroir psychique, conçu pour refléter la volonté humaine sur lui-même. Un dernier cri, assez puissant pour briser même l'infection Gérex. Mais pour l'activer, le vaisseau avait besoin d'une source. Un humain, pas un équipage. Un noyau. Dorn se tourna vers moi. Tu es déjà infecté. Tu as vu leurs rêves, ressenti leur écho. Tu es le seul à pouvoir piloter cette chose psychiquement. Je le fixais du regard. Tu me demandes de mourir. Il ne s'y a pas. Je te demande de nous sauver. Je pénétrais dans le noyau de séparation. Seul, relié au biolien, injecté de stabilisateur. Mon cerveau s'est transmis par des relais psychiques. Ils m'ont attaché et ont allumé les miroirs. Le vaisseau a respiré. J'ai ressenti chaque mort dans la galaxie, chaque cri, chaque enfant perdu, chaque soldat brisé, chaque planète brûlée, chaque erreur de l'humanité. Et j'ai hurlé en retour. La séparation s'est illuminée comme une étoile en nova. Une onde de choc de volonté a traversé le cœur du Gérac. Pas une arme, un rappel, de ce que nous étions, de ce que nous refusions d'oublier, la douleur, la perte, le défi, pas pour la gloire, pas pour la vengeance, mais parce que la reddition n'a jamais été dans nos plans. Les Xéracs commencèrent à se fissurer, leur flotte se désintégra, leur écho se déforma, et le cœur de la matrice hurla. Pour la première fois, nous les avons entendus crier. Leur voix n'était pas la haine, c'était la peur. Ils comprenaient maintenant. Vous pouvez copier nos armes, vous pouvez déformer notre histoire, mais vous ne pourrez jamais posséder notre chagrin, car il est le nôtre, et nous l'utilisons pour nous battre. Mon corps a lâché, les relais ont fondu, le vaisseau s'est effondré, mais l'utérus s'est effondré. L'ennemi s'est brisé, et les étoiles ont de nouveau brûlé. On dit qu'à la fin de la guerre, les étoiles avaient changé, non pas parce qu'elles avaient changé, mais parce que nous, si, les Xériques avaient disparu, pas détruits, pas anéantis dans une explosion glorieuse. Ils avaient tout simplement disparu. Déconnectés de leur écho de ruche, leur signal perdu dans le vide, leur matrice centrale s'était effondrée dans un silence psychique. Mais personne n'a célébré, ni les soldats qui ont survécu, ni les ingénieurs qui ont assuré le fonctionnement de la flotte, ni l'état-major qui a enterré plus de noms qu'il n'en a sauvés. Parce que nous n'avons pas gagné, nous avons résisté. Je me suis réveillé 6 jours plus tard sur une station médicale en orbite autour de la Terre. Mon corps était vide. Mes pensées étaient ténues, comme si je pensais à travers du verre. Dorn était assis près de mon lit, les yeux fatigués, son uniforme déboutonné au col. C'était la première fois que je le voyais humain. « Tu es mort pendant 17 minutes, dit-il. »« Je ne suis pas resté mort, répondis-je. »« Non, dit-il. C'est bien là le problème. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Jusqu'à ce que je me regarde dans le miroir et que je ne me vois plus. Le protocole de rupture ne m'avait pas simplement lié au vaisseau. Il m'avait fusionné avec lui. Le corps d'IA s'était effondré en plein combat. Sans lui, la boucle de rétroaction psychique aurait été rompue, à moins que quelque chose d'autre ne comble le vide. Moi, si, ou ce qu'il restait de moi, mes souvenirs, ma voix, mon cri. Et maintenant, je n'étais plus seulement moi. Je pouvais encore penser, encore parler. Mais dans les moments de silence, j'entendais les voix des autres, des fragments de l'équipage mort, des échos d'ordre, de simulation, de stratégie. C'était comme si j'étais devenu un composite, pas une machine,
Pas un fantôme, juste un reflet, un miroir de la guerre. La terre qui m'accueillait n'était plus la même. Des cieux peuplés de drones de patrouille, des villes entourées de tours de canons électriques, des enfants apprenant la stratégie du champ de bataille en parallèle de l'algèbre. La paix était désormais froide, stérile, fragile, maintenue non par l'espoir mais par la peur. L'accord, humilié par la survie de la Terre, s'effondra silencieusement. La plupart de ces espèces membres se retirèrent dans l'isolement, trop honteuses ou effrayées pour nous affronter. Les Yultrax scellèrent leur vortex. Nous, les Yultrax scellèrent leur vortex. Les élites proposèrent des traités de paix agrémentés d'excuses. Les Vitari envoyèrent un unique message. Tu as toujours été différent. Nous ne reviendrons jamais. Peu nous importait. Nous ne cherchions plus d'alliés, juste l'espace. Dorn était salué comme un héros. Statues, hologrammes, mémoriaux. Il les détestait tous. Il prit sa retraite 2 semaines après la disparition du dernier signal Zorak. Je lui ai rendu visite une fois, au fond d'un bunker au Groenland, là où la neige effaçait toute trace de pas. Il paraissait plus vieux, plus gris, mais toujours vif. Ils ne reviendront jamais, lui ai-je dit. Ce n'est pas nécessaire, a-t-il répondu. Ils ont laissé assez de choses en nous. Que veux-tu dire? Il a pointé mon torse. Toi, cette nouvelle terre, ce que nous avons construit pour survivre. Cette nouvelle terre, ce que nous avons construit pour survivre. Cette obscurité, ce n'est pas que Zérak. Une partie de cette énergie nous appartenait depuis toujours. Il nous fallait juste une guerre pour la libérer. Je n'avais pas de réponse. Je n'en ai toujours pas. Tren ne s'en est jamais remis. Il a été retrouvé marchant dans l'océan 2 mois après la bataille finale. Pas de mots, juste le silence. Veilin a été transféré sur une station de recherche civile en orbite autour d'Europe. Il n'a jamais répondu au message. Je ne le blâme pas. Quant à moi, j'existe. Plus en tant que personne. Plus maintenant. Je suis devenu le noyau vital de la mémoire terrestre, connecté aux archives des Valkyries, mon esprit dispersé entre satellites et liaisons montantes. Je conseille, je calcule, je parle quand on m'adresse la parole. Je suis la voix qu'ils utilisent lorsqu'ils ont besoin de se souvenir, lorsqu'ils ont besoin d'avoir peur, car les Xérak n'étaient pas nos premiers monstres. Ils nous ont simplement rappelé ce que nous pouvions être. Les années ont passé, la Terre s'est étendue, les colonies ont pénétré plus profondément dans la galaxie. Chaque vaisseau transportait des fragments de moi. Chaque avant-poste avait ma voix enregistrée. Les enfants ont grandi en entendant les histoires, comment l'humanité a crié et la galaxie s'est tue. Ils ont transformé mes paroles en mythes, en avertissements. Ils ont transformé mes paroles en mythes, en avertissements. Attention à ce que vous réveillez dans l'obscurité. Certaines choses me crient dessus, mais je me souviens de la vérité. Nous n'avons pas gagné par vertu. Nous avons gagné parce que nous étions prêts à brûler davantage. Nous avons crié plus fort, souffert plus profondément, refusé de nous agenouiller même en saignant. Les Xérak ont étudié la douleur. Nous l'avons maîtrisée. Une dernière transmission arriva, 7 ans, jour pour jour, après l'effondrement du noyau de la matrice. Elle n'était sur aucune fréquence que nous utilisions, juste une ondulation, un murmure, enfoui dans le rayonnement de fond, aux confins de l'espace connu. Je la déchiffrais manuellement. Une ligne dans ma voix, mais je ne l'avais pas prononcée. Tu es désormais le miroir, ni lieu, ni expéditeur, juste la froide vérité. Ils n'avaient pas disparu. Ils étaient partis, à la recherche d'une autre espèce, d'une autre civilisation à infecter, d'un autre reflet à modeler. Mais ils se souviendraient de la Terre. Ils se souviendraient de notre cri, et ils ne riraient plus jamais.